Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Nous reviendrons tout d'abord sur l'inculpation de l'ex-chef de la junte en Guinée, Moussa Dadis Camara, pour les massacres du 28 septembre. Les uns saluent l'avancée de la justice, d'autres dénoncent une manipulation politique. On en parle avec le conseiller politique du chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, qui a fait alliance avec Moussa Dadis Camara. Ousmane Goual Diallo est notre invité. De violents affrontements aujourd'hui en Libye, au moins 14 morts dans des combats entre milices et forces loyales au gouvernement. Reportage auprès de déplacés qui vivent dans une école, une période de Ramadan au goût amer. L'énergie décalée de Kinshasa, à voir à Paris, à la Fondation Cartier. L'exposition Beauté Congo, Congo Kitoko, pleine de vie, de couleurs, de musicalité, retrace un siècle de création débridée des peintres de la période belge à la jeune génération, Chéri Chéri ou Chéri Samba, à voir absolument. La Guinée est encore sous le choc de cette annonce hier soir, l'inculpation de l'ancien chef de la junte, Moussa Dadis Camara, pour les massacres du 28 septembre. Près de 150 sympathisants de l'opposition avaient été tués dans le stade en 2009. Le capitaine Camara est soupçonné d'avoir donné l'ordre de tirer après avoir été entendu plusieurs heures par des juges guinéens à Ouagadougou, où il vit en exil. Moussa Dadis Camara a donc été inculpé alors qu'il s'est récemment porté candidat à la présidentielle et qu'il a annoncé une alliance avec le chef de file de l'opposition. Écoutez tout d'abord ses réactions dans les rues de Conakry. À l'époque, il était président de la République. Je n'ai pas été au stade du 28 septembre. Ceux qui ont été là-bas, est-ce qu'ils l'ont vu là-bas? Je ne sais pas. Il n'était pas là-bas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, il était le président de la République. Ceux qui ont agi, c'était des militaires. Étant militaire, peut-être que c'est à cause de ça qu'on l'a poursuivi. Ce qui nous a un peu inquiétés, c'est le fait que les choses soient allées un peu plus vite. Les choses ont été accélérées ces derniers jours. Alors, nous pensons que c'est une manière vraiment de s'ingérer dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. La justice guinéenne est en train de faire peau neuve. Et donc, moi, je pense que la justice guinéenne est crédible à l'heure qu'il fait. Notre invité, le conseiller politique de Cellou Dalein Diallo, de chef de file de l'opposition, Ousmane Goual Diallo, bonsoir. Bonsoir. Alors votre parti a eu de nombreux militants qui ont été tués lors de ce massacre en septembre 2009, mais en même temps, Cellou Dalein Diallo a fait alliance avec Moussa Dadis Camara. Vous avez l'air d'être dans une situation un peu compliquée aujourd'hui. Non, notre situation est claire dans la mesure où l'intention de nouer alliance avec le parti que préside le président Dadis Camara, c'est une intention politique clairement exprimée, qu'elle n'a aucun lien avec le processus judiciaire qui est en cours. Nous n'avons aucune intention d'arrêter et d'interférer dans le processus judiciaire. D'ailleurs, le capitaine Dadis a exprimé à plusieurs reprises son intention à la fois de revenir en Guinée et de se mettre à disposition de la justice. Ce qui est surprenant dans ce qui s'est passé, c'est l'accélération que le dossier a pris depuis quelques semaines, simplement après qu'il ait annoncé son intention de venir dans le jeu politique. Et surtout, l'élément qui semble être déclencheur, c'est son alliance avec l'UFDG. Maintenant, que la justice suive son cours, c'est tout à fait normal, mais il faut aussi rappeler que pendant les 5 années d'exercice du pouvoir d'Alpha Condé, la justice ne s'est pas montrée prompte à juger des affaires tout aussi importantes. Nous avons des militaires qui sont arrêtés, le général Nourou Thiam, le général Thierno Sadou Diallo, qui sont en prison sans jugement, alors même que les peines qu'ils encouraient étaient de 3 mois, parce qu'ils sont poursuivis pour désertion, et ça fait 3 ans qu'ils sont là sans jugement. Mais on pourrait vous retourner l'argument éventuellement. Est-ce que pour des motifs politiques, vous seriez prêt finalement sur ce dossier, ces massacres du 28 septembre, à retarder en quelque sorte un petit peu le travail de la justice, au lieu de saluer le fait qu'enfin elle avance, comme c'est le cas des ONG de défense des droits de l'homme, qui saluent l'avancée enfin de la justice? Si c'était une avancée judiciaire simplement, tout le monde la saluerait, y compris le capitaine Dadis, qui, il faut le dire, et je le rappelle, il a dit qu'il était disposé à se mettre à disposition de la justice guinéenne. Pourquoi alors le gouvernement guinéen retarde encore son exil au Burkina Faso? Pourquoi on ne lui donne pas les possibilités de rentrer dans son pays et de se confronter à la justice, ce qu'il réclame? Vous pensez que le président Alpha Condé avait peur de cette alliance entre Cellou Dalein Diallo et Moussa Dadis Camara? Il a peur de l'alliance, mais il a surtout peur de la vérité, de ce qui va sortir des événements du 28 septembre, parce qu'il n'est pas tout à fait blanc dans cette affaire. Et il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans les massacres du 28 septembre, qui sont aujourd'hui, qui tournent autour de la galaxie du pouvoir. Donc il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui ont peur de ce que Dadis va dire à la justice guinéenne. Et c'est important que d'ores et déjà la communauté internationale regarde ça de près, pousse l'État guinéen à avoir une justice impartiale, objective, parce que les Guinéens
après tout, ont besoin de comprendre ce qui s'est passé à la fois le 28 septembre, mais nous avons besoin de regarder ensemble et de façon objective et sereine l'histoire de la Guinée qui est jalonnée de beaucoup de violence. Et c'est avec ce regard judiciaire que la réconciliation et le pardon sont possibles pour permettre à la Guinée nouvelle de renaître. Alors que va faire Cellou Dalein Diallo maintenant à l'approche du scrutin qui est prévu autour du mois d'octobre? Est-ce que cette alliance avec Moussa Dadis Camara est compromise? Non, elle n'est pas compromise. C'est deux formations politiques qui ont décidé d'aller ensemble. Donc nous sommes en train de travailler sur les termes de cette alliance de façon objective. Elle verra le jour et le capitaine Dadis reviendra en Guinée. Qu'il soit empêché ou non par le pouvoir en place de faire campagne, cela ne changera en rien. Notre alliance va fonctionner et surtout, elle va permettre d'apaiser aussi les tensions politiques dans une région où l'instrumentalisation des tribus est devenue un jeu absolument dans lequel le pouvoir est en train de s'engouffrer. Donc nous, ça va permettre de calmer cette région, ça va permettre de dire à nos militants que le problème, c'est un problème judiciaire et qu'indépendamment de nos alliances, ça doit se poursuivre. Somme toute, personne de nous n'a intérêt à ce que la justice s'arrête. Il faut aussi rappeler que les victimes en majorité sont de l'UFDG et que Cellou Dalein lui-même a subi à titre personnel ces violences-là. Et vous êtes prêt donc à aller jusqu'au bout, à connaître la vérité sur ce passage? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est un crime contre l'humanité. Il faut rappeler que c'est des crimes qui sont imprescriptibles. Donc on ne peut donner gage d'arrêter l'appareil judiciaire sur ces faits. Merci beaucoup Ousmane Gawal Diallo d'avoir été notre invité dans le Journal de l'Afrique. Merci. Le Soudan du Sud célèbre le 4e anniversaire de son indépendance aujourd'hui, mais il n'y a pas grand-chose à célébrer. Le pays est en guerre depuis 1 an et demi. Le président Salva Kiir et son ex-vice-président se disputent le pouvoir sur fond de tensions interethniques. Pour la première fois depuis le début du conflit, le nombre de civils qui a trouvé refuge dans les camps de l'ONU dépasse les 150 000. Mais au total, le conflit a déjà fait 2 millions de déplacés ou de réfugiés à l'extérieur du pays. En Libye, au moins 14 personnes ont été tuées dans de violents affrontements entre les forces loyales au gouvernement reconnues par la communauté internationale et de l'autre côté des groupes armés à Benghazi. Dans cette grande ville de l'est du pays, les combats s'intensifient, poussant des milliers de personnes à quitter leur maison. Elles trouvent refuge dans des abris de fortune, des bâtiments vides ou même dans des écoles. Le récit de Salima Belhadj. Le mois sacré de Ramadan est normalement un moment que l'on passe chez soi, en famille. Dans cette école de Benghazi sont rassemblés des déplacés libyens. Ils ont quitté leur domicile, fuyant les combats. Pour eux, cette année, le Ramadan a comme un goût amer. Le Ramadan, ça nous passe au-dessus. Le gouvernement doit prendre soin des citoyens, de ces déplacés qui sont forcés de quitter leur maison. Nous disons au Premier ministre qu'il doit s'occuper de nous. Selon l'ONU, plus de 400 000 Libyens ont quitté leur logement pour échapper aux affrontements. Les gouvernements rivaux se disputent le pouvoir. Les milices extrémistes se battent pour contrôler certains territoires. Alors trouver un petit coin de paix n'est pas chose facile, surtout en cette période de jeûne. Pendant le Ramadan, les émotions sont démultipliées. Ces gens souffrent d'être loin de chez eux. Et pour eux, passer le Ramadan dans une école, eh bien, c'est très difficile à accepter. Les efforts visant à stabiliser la situation en Libye sont restés vains. Le gouvernement de Tripoli a décidé la semaine dernière de boycotter les discussions au Maroc, prétextant avoir besoin de plus de temps. Le temps, une chose qui préoccupe également ces déplacés de Libye, qui espèrent pouvoir passer le Ramadan l'an prochain, enfin chez eux. Le Niger voisin qui s'inquiète de voir la situation se dégrader en Libye, mais qui est aussi et surtout inquiète de voir de plus en plus de combattants islamistes de Boko Haram lancer des attaques. Et c'est la région de Difa, dans le sud du pays, qui a été attaquée à de multiples reprises récemment et qui est au cœur des combats entre l'armée nigérienne et Boko Haram. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial au Niger, Ben Barnier. Vous revenez de cette zone de Difa où le nombre de déplacés ne cesse de croître. Vous avez pu le constater vous-même, il y a de plus en plus de camps de déplacés. Absolument, c'était d'ailleurs assez impressionnant de voir des familles qui quittaient le Nigeria ou la région du lac Tchad, la région des îles du lac Tchad, et qui essayaient tout simplement de trouver un abri, que ce soit un coin d'ombre, puisque la température était accablante, et puis trouver quelque chose à nourrir. Ces familles qui sont très nombreuses, selon l'ONU, qui pourraient atteindre jusqu'à 150 000 personnes, soit des déplacés internes, soit des réfugiés.
Les ONG sur place font le maximum pour leur porter secours, pour leur donner le minimum, mais la situation est évidemment extrêmement difficile dans une partie du monde qui est déjà l'une des régions les plus pauvres du monde, dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors Ben Barnier, les attaques de Boko Haram, on l'a dit, sont multipliées dans cette zone de Difa. Est-ce que le renforcement sécuritaire est visible là-bas ? Alors, lorsque vous parlez au gouvernement local, aux autorités locales, elles vous disent qu'effectivement, c'est la priorité, peut-être même la priorité numéro 1 pour le gouverneur de la région de Difa, de lutter contre Boko Haram, d'empêcher d'autres attaques de Boko Haram sur le territoire du Niger et particulièrement dans cette région du sud-est du pays. Il y a effectivement, et j'ai vu une forte présence militaire, que ce soit des camions, que ce soit des hommes armés qui marchaient le long des routes, mais j'ai également entendu dans la nuit des tirs de fusils, d'armes automatiques. Alors, s'agissait-il d'une attaque de l'armée pour repousser Boko Haram ou au contraire des tirs venant de Boko Haram? C'est très difficile de le savoir, mais ce qui est clair, c'est que l'atmosphère est très pesante dans la région de Difa et qu'évidemment les autorités locales font le maximum pour éviter d'autres attaques sur leur territoire. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ben Barnier, en direct de Niamey, au Niger. Une exposition en hommage aux beautés du Congo, Congo Kitoko. Elle retrace un siècle de création d'artistes du Congo Kinshasa, à voir à la Fondation Cartier à Paris en ce moment et jusqu'au 25 novembre. Regardez le reportage de Nicolas Germain et Bangali Touré. Plongé au cœur d'un siècle d'art au Congo à la Fondation Cartier. Il y a d'abord les précurseurs dans les années 1920 et l'une des rares femmes présentées ici, Antoinette Loubaki. Ceux que l'on appelle les artistes populaires tels Chéri Samba ou JP Mika. La part belle est faite à la plus jeune génération comme Koura Chomali. Dans ma démarche, je suis contre cette image-là de cette Afrique qui meurt de faim, qui tend toujours la main. Non, il y a une Afrique qui est souriante. De jeunes photographes comme Kiripi Katembo sont aussi présents. Il a fait une série intrigante où la bouillonnante Kinshasa est reflétée dans des flaques d'eau. Kiripi Katembo grouille de projets. J'essaie de mettre aussi sur pied la première biennale de l'art contemporain de Kinshasa. Donc, il y a un projet qui permet à ce que pas mal d'artistes congolais, pour un public congolais aussi, puissent découvrir un peu des créateurs de leur pays. L'exposition ne se limite pas aux peintures et aux photos. Ainsi, on découvre les intrigantes maquettes architecturales de Bodisizé Kingelez et Rigobert Nimi. Les visiteurs sont séduits par ce périple visuel au Congo. Ce que j'ai préféré, donc, ce sont les photos de Jean de Para. Tout l'esprit, le noir et blanc, une ambiance de la nuit propre à la ville de Kinshasa. C'est vraiment c'est mon coup de cœur en fait de l'expo. Je trouve que c'est une expo tout à fait remarquable parce qu'elle montre le visage d'un art qu'on connaît mal. On l'avait déjà montré en Belgique, mais ici, c'est assez spectaculaire depuis les pionniers jusqu'à aujourd'hui. C'est une exposition foisonnante qui mérite bien son nom, Congo Kitoko, Beauté Congo. Et on termine avec un sourire, celui de l'Érythréen Daniel Teklea-Emanot. Et pour cause, il vient de réaliser un exploit sur le Tour de France. Pour la première fois, un Africain est sacré meilleur grimpeur. Il a endossé le fameux maillot à poids. Le cycliste de la formation sud-africaine MTN Kubeka a remporté tous les points mis en jeu aujourd'hui pour le classement de la montagne. La montagne, il connaît. Il faut dire que l'Érythrée est un pays très montagneux. La capitale est à 2300 mètres d'altitude. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24. Un site d'info, ça devrait ressembler à quoi? France24.com. Un accès simple à l'information. Rapide. Une expérience unique. France24.com, le site de l'actualité internationale.